Good afternoon. It's Gord Johns, Member of Parliament for Courtenay Alberni, and I am the Public Services and Procurement Critic for the federal NDP. And today, I just want to talk more about our motion at Government Operations Committee that we'll be discussing on Monday. Yesterday, we heard from Dominic Barton, when in our study on McKinsey, about his company and about his role in his company and about some of the strategies that McKinsey and many other consulting firms are taking. In fact, what we heard is that they're a small player in the $100+ million Public Services and Procurement Club and $500 million Public Services and Procurement Consulting Club. And we need to get to the bottom of it. Canadians deserve answers. They deserve to know where their tax dollars are being spent and how they're being spent. And therefore, we're calling on the government and the committee to expand the scope of the study to include all of the big players, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, who are getting over $500 million in contracts, in expensive consulting contracts from the government to provide services to Canadians, to KPMG, to the other beneficiaries of really what's happening here in public services that is being contracted out to Canadians. We know ultimately what we heard yesterday at committee from Dominic Barton is he called it the new phenomenon. And the new phenomenon is that these big expensive consulting companies, they're investing a record amount of money in research and development. They're building a shadow government, and Canadians should be concerned. We need to get to the bottom of it. We're going to find out on Monday whether the Conservatives and the Liberals are going to stand with their friends or they're going to stand with the NDP and getting to the bottom of this and getting answers for Canadians because they deserve it. What did you think of Mr. Barton's testimony yesterday? Well, I found it interesting to hear that Mr. Barton, also had close ties with the Conservative Party. He met Mr. Trudeau on his way to the former late Finance Minister of the Conservative Party, Mr. Jim Flaherty. And so we know the circle's tight with Liberals and Conservatives. He's friends with them both. And we can imagine that all of the $100+ million procurement club are friends with them both. So what I thought about Mr. Barton's testimony was how these companies are investing millions of dollars in research and development. I also heard from Mr. Barton, he said that these jobs working for these expensive, highly paid consultant firms are highly sought after. Why? We know why. Because they're getting paid obscene amounts of money instead of paying public servants to do that job. This is harming the morale in the public service. It's costing taxpayers tons of money. Well, millionaires are getting paid expensive consultant fees. They're underpaying public servants to deliver the important services that Canadians so deserve. So what we heard is this obscene amount of money that's getting paid to consultants. Other parties were surprised about how little he seemed to know about the contracts that were keeping. Well, I think there's a. Yeah, because I think we're seeing that. The commonality of the Prime Minister doesn't know anything about it, and he's asking his ministers to look into it. He's appalled by it. Well, I think that the Prime Minister isn't taking responsibility. I think Mr. Barton's not taking responsibility. I mean, no one seems to know anything. So we need to get to the bottom of it. We need answers. Canadians deserve answers. And somebody knows. And I think, like he said, you don't know how this works. We actually do know how this works. They're basically getting expensive contracts, and then they're even subcontracting out to their friends. It's out of control. It needs to stop. We need to put a stop to it, and somebody needs to answer to it. The Prime Minister can't answer to it. The head of these big corporations can't answer to it, and Canadians deserve to know. They deserve answers. Yeah, thank you. Yeah, good? Okay, thank you. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous ai écouté au début. Oui, bien sûr. Vous parliez de 1 milliard. C'est pas juste pour embaucher 300 personnes. Ça sert à quoi ce milliard? Non, bien sûr, c'est pas seulement pour 300 personnes. Vous avez raison. C'était dans la mise à jour économique dans l'automne. C'est pour les prochaines 3 ans pour Service Canada, pour l'assurance d'emploi, mais aussi pour OAS. Parce qu'il y a
une différence entre la capacité de demande d'application et la capacité des personnes. OK, oui, c'est sur 3 ans. Okay, Ouais. Do you think it's discriminatory that gay men aren't allowed to donate sperm for 3 months because they're gay? Do you think that rule should be changed by Health Canada? Well, I think whatever rules that there are should be based on evidence. I think that's the most important, and that we should be ensuring that they're not discriminatory. Do you think it is correct that just because gay men are gay, there's restrictions on whether or not people donate? Well, first of all, I'm not a scientist, so I would want to make sure that everything is based on evidence, but I can say that we should be making sure that it's based on actual evidence, and that we shouldn't be doing anything that is discriminatory on behalf of the Government of Canada. Thanks. Okay, merci. Au sujet de la réunion des ministres des Finances, est-ce que les ministres des provinces doivent s'attendre à avoir un chiffre concernant l'offre en santé? Mais je pense que la rencontre provinciale, territoriale, fédérale demain, que le ministre Freeland va présider, va discuter de l'inflation, nos investissements pour grandir l'économie. En ce qui concerne la discussion sur santé, ça c'est la préoccupation et la tâche du premier ministre et les premiers ministres quand ils vont se rencontrer le 7 février. Ça va être quoi le message d'Ottawa au ministre des Finances? Mais je pense que c'est le message qu'on est dans une situation où on va avoir du turbulence dans l'économie cette année et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec le fédéral et le provincial pour répondre aux besoins des Canadiens. Est-ce que vous craignez discriminatory that gay men are not allowed to donate sperm for 3 months and that there's restrictions on it? Do you think that the government should be changing that? Well, there's a shared responsibility there, and it's something that I can certainly flag for my counterpart, Minister Jean-Yves Duclos and Minister Ian. But, you know, when I was Special Advisor to the Prime Minister on LGBTQ issues, we made a lot of strides, and we're always going to have more work to do. And issues like this that come up need to be unraveled so that we have full participation in society by people regardless of their sexual orientation, gender identity or expression. Dernière question. Les premiers ministres provinciaux, que ça dérape cette rencontre-là la semaine prochaine si vous ne leur offrez pas leur 37 %. Est-ce qu'il y a un risque que ça échoue si vous n'atteignez pas ce chiffre? Mais je pense que... Mais c'est une bonne question et je pense que le message était clair. C'est pas pour conclure un deal, une entente finale, c'est pour avoir la conversation, pour comment on peut, tous les deux, les provinces et le fédéral, les territoires, répondre aux besoins de santé des Canadiens et, en se faisant, avoir un système de santé qui peut être durable pour le long terme. Donc, je pense qu'il va y avoir des conversations robustes et je vais laisser tout cela au Premier ministre. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Lines around sperm donation for gay and bisexual men, and there's some suggestion that the standards that the Health Canada bases that on have been updated. Health Canada has updated their standards, should they? Yeah, well, I would think so. Do you think it is discriminatory generally for men who have sex with men to not be able to donate sperm if they've had sex in the last 3 months? Well, I haven't seen the science on it, but at first blush, it does sound discriminatory. I mean, it's similar to the unscientific and discriminatory ban on blood donation on men who have sex with men. So it sounds to me like it's a similar issue. And our understanding is the minister in charge has the ability to issue a directive and change the policy quite quickly, different than the Canadian Blood Services example. Is that something the minister would call on him to do? I would think so. I mean, as long as the science backs that up, I think it's the minister's duty to ensure that there's no discrimination in Canadian health policy. Thank you. Vous avez appuyé le projet de loi du Bloc québécois. Pourquoi? Bien, ça ne devrait pas être une surprise. Hein. Depuis le début, vous le savez, notre gouvernement, le Parti libéral, on appuie le système de la gestion de l'offre. On y croit depuis toujours. Et oui, je vous le confirme, on va appuyer le projet de loi qui va permettre d'entrer dans une loi la protection du système. Quelles sont les chances que ce soit adopté? Parce que c'est un projet de loi privé, c'est rare que ça se rende jusqu'au bout. Est-ce que vous prenez l'engagement, vous allez mettre tout le poids du gouvernement pour que ça se rende jusqu'au bout avant les prochaines élections? Oui, absolument. Tout le poids du gouvernement, les libéraux et le Bloc québécois, ensemble, je crois qu'on n'a pas à avoir d'inquiétude. Le projet de loi va être passé. Bien, on doit suivre le processus parlementaire, les comités doivent l'analyser, voir s'ils veulent l'améliorer, mais de notre part, du côté du gouvernement, on est prêt à appuyer le projet de loi tel qu'il est. De juste demander aussi, vous êtes ici, Mme Elghawaby. Oui. Êtes-vous 100% à l'aise de le premier ministre avec sa nomination? Bien, je crois que ça démontre qu'il doit y avoir une conversation dans les deux sens. De sa part, il y a du travail à faire pour comprendre le peuple québécois.
Et de notre part aussi, on a un travail à faire pour les comprendre. Donc, c'est pas une conversation à sens unique qu'il doit y avoir, c'est une conversation dans les deux sens. Vous êtes à l'aise pour vous qu'il y ait une conversation, mais vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu à l'instar de certains de vos collègues? Bien, on va donner la chance au coureur, là. Je crois qu'avec toutes les conversations qu'elle a ces jours-ci, sa réflexion va évoluer. C'est pas simple de nous comprendre non plus. Et puis, c'est pas simple de comprendre la communauté musulmane. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre ça comme une opportunité de part et d'autre de s'apprivoiser. Bonjour tout le monde, Alexandre Boulerice, député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je tenais à venir exprimer mon émoi, mon choc suite à l'évolution de la position du Bloc québécois dans toute l'histoire entourant la nomination de Mme Amira Elghawaby. C'est une chose de critiquer des propos qui ont été controversés dans le passé, d'avoir une opinion sur la personne en tant que telle pour occuper cette fonction-là. Mais là, on vient d'entendre, à la période des questions, le député de la Prairie à l'intérieur aller beaucoup plus loin et de remettre en question la fonction même et la position de quelqu'un qui va être là pour lutter contre l'islamophobie, lutter contre des propos puis des gestes qui s'attaquent directement à la communauté musulmane. En tant que progressiste, en tant que Montréalais et en tant que Québécois, je trouve ça absolument inacceptable. Je trouve que le Bloc québécois vient de montrer son véritable visage. Ça n'a jamais été à propos de Mme Amira Elghawaby, en fait. Ça a été toujours à propos de la lutte contre l'islamophobie. Dans ce cas-là, M. Blanchette et M. Terrien sont complètement insensibles et déconnectés de la réalité des communautés musulmanes dans ma circonscription à Montréal puis partout au Québec. Il y a un paquet de personnes qui, depuis des années, sont pointées du doigt, qui souffrent de discrimination, de propos anti-musulmans, de discrimination dans le logement, dans l'emploi, des gens qui se font insulter sur la rue, dans les lieux publics, dans les transports en commun. Il y a plein de gens qui viennent nous en parler dans mon bureau, dans Rosemont-Petite-Patrie. Puis là, aujourd'hui, M. Blanchette et Terrien viennent de dire qu'il ne doit pas avoir quelqu'un qui va regarder ça puis qui va lutter contre l'islamophobie. C'est un phénomène qui existe et c'est grave ce qu'ils viennent de dire. Et là, je trouve que le jupon dépasse et qu'il est temps de remettre à l'ordre M. Blanchette puis M. Terrien pour qui ils sont, des gens qui ne veulent pas qu'on soit conscient de ce qui se passe avec la communauté musulmane, qui ne veulent pas que quelqu'un au gouvernement fédéral soit là pour lutter contre l'islamophobie. Je trouve ça absolument affligeant et je trouve en plus de ça qu'ils ont deux poids, deux mesures dans leur réaction. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'était comme un écran de fumée, la rencontre hier avec Mme Elghawaby? Je pense que c'était de la communication politique. Je pense que c'était une stratégie partisane. Puis aujourd'hui, on voit dans quel objectif c'était fait. Le gouvernement du Québec demande toujours sa démission. Ah, mais le gouvernement du Québec... Le gouvernement du Québec là-dessus? Bien, je veux dire au gouvernement du Québec que moi, je m'occupe des partis fédéraux ici. Le gouvernement du Québec prend ses décisions, fait ses propres choix. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est des représentants du Bloc québécois qui viennent de franchir une ligne, là, qui viennent de franchir une nouvelle étape, qui montre à quel point, sur le fond de la question, ils ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi deux poids, deux mesures? Yeah, I will. Pourquoi deux poids, deux mesures? Bien, deux pas, deux mesures parce que, je ne vais pas faire un grand cours d'histoire, mais rappelons-nous qu'en 2019, il y avait 4 candidats du Bloc québécois qui avaient tenu des propos assez insultants et méprisants envers la communauté musulmane. Ces gens-là, non seulement ne s'étaient pas excusés, c'est M. Blanchette qui les avait excusés, qui les avait gardés dans son équipe, puis aujourd'hui, il y en a une de celles-là qui siège maintenant comme députée. Mme Elghawaby s'est excusée pour des propos qui ont pu blesser, puis je comprends, des gens, puis insulter des gens. Mais là, ce n'est pas suffisant. Il demande sa démission et l'abolition du poste. Alors là, il y a carrément deux poids, deux mesures. Tu dis que le poste est contaminé à cause de la nomination. Le poste est nécessaire. Le poste est absolument nécessaire. Dimanche dernier, là, j'étais à Montréal, près du métro Parc, avec les gens de la communauté musulmane pour se souvenir des 6 personnes assassinées à la mosquée de Québec il y a 6 ans parce qu'ils étaient musulmans et musulmanes. On ne veut plus jamais que de tels drames se reproduisent. Ce poste-là, cette fonction-là est essentielle. Je trouve ça vraiment déplorable que M. Blanchette et Terrien tassent ça du revers de la main. Je trouve ça excessivement insensible. I think that, in the past, she made some comments that hurt feelings of Quebecers that was not always really well written or presented. I understand that. Some of them, I was really uneasy with that. But I think that the apologies were okay. She clarified the situation and her position. I accept that. And I want to give this person, who is qualified, in my view, the chance to do the job. And after that, I will judge, and we will all judge the result of our work. You were saying that you think Blanchet crossed the line. Yeah. Just elaborate on that. Yeah.
Like today, the Bloc Québécois with Mr. Blanchet and Mr. Terrien, they crossed a line because they don't just ask for the resignation of Madame Elghawaby, but they ask for the abolition of the position itself. And this is something completely new, and I think it shows the true face of the Bloc Québécois. They don't want anybody to look at what is happening to the Muslim community in Montreal and in Quebec, and we all know that Islamophobia exists, and people are suffering, and people in my writing are telling me stories about discrimination and insults, and I think it's a really deplorable position that the Bloc just did today. Continue de défendre Mme Elghawaby, malgré tout ce qu'on a lu et qui est sorti dans les derniers jours. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui a autant de préjugés peut venir lutter contre les préjugés? Je pense que dans le passé, je pense que Mme Elghawaby a fait preuve d'insensibilité peut-être à des positions culturelles ou historiques québécoises. J'apprécie pas ça. OK? Soyons clairs, il y a certaines affaires qui sont encore coincées là. Mais je suis prêt à lui dire qu'elle est de bonne foi, qu'elle veut apprendre, qu'elle veut dialoguer. Et je pensais que la rencontre avec M. Blanchet allait justement ouvrir cette porte à ce dialogue-là qui est nécessaire. Il va y avoir ce même dialogue qui va avoir lieu avec Andrés Fontecilla de Québec solidaire. Je pense qu'on peut être de bonne foi, s'asseoir, dialoguer et apprendre et faire les ponts entre les communautés. Donc, j'étais prêt et je suis toujours prêt à donner la chance aux coureurs. Là, si je sors en ce moment aujourd'hui, c'est parce que le Bloc vient de franchir une autre étape, demander l'abolition même de la fonction puis du poste. Ça, j'en reviens pas. Merci.